Deuxième question qu'on a entendue également, est-ce une Française ou est-ce une étrangère sans papier? Et troisième type de question qu'on a également entendue, est-ce une femme ou est-ce un homme? C'est-à-dire que porter le voile intégral, c'est précisément être identifié, alors, comme potentiellement ce qui relèverait d'un contre-exemple de l'identité française, mais de façon plus problématique, c'est entraver ce grand dispositif, ce grand processus de construction d'une identité française qui implique dans sa définition même des critères de classe, des critères de couleur et des critères de genre qui sont directement liés à ces interrogations. Alors, je vais revenir en 3 points sur cette question du débat du débat concernant l'interdiction ou non du port de la burqa dans l'espace public français, et je vais me concentrer pour ce faire plus spécifiquement sur mon domaine de spécialisation, c'est-à-dire la question genre et sexualité, en essayant évidemment de montrer que on ne peut pas comprendre le rapport de genre tel qu'il se joue là en l'isolant d'autres rapports de pouvoir, étant entendu qu'il ne s'agit même pas de l'intersectionner avec les autres rapports de pouvoir. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'intersectionnalité, que j'utilise peu. Je pense que, tout simplement, il n'y a pas de rapport de genre sans question de classe, de couleur, de sexualité, et je dirais même d'âge. C'est-à-dire c'est impossible même d'intersectionner. C'est une forme d'auto-production imbriquée, je ne sais pas, alors il y a des grands débats sur cette question. Mais en tout cas, mon focus, c'est clair, ce sera avec le concept critique de genre. D'accord ? Alors, sur le débat, je vais prendre une cible rhétorique, non pas que je veux spécialement polémiquer, peut-être que oui, mais en tout cas, une figure médiatique qui a été très très écoutée sur la question de la burqa, c'est Elisabeth Badinter, intellectuelle, essayiste, philosophe, et qui est rapidement devenue une interlocutrice privilégiée pour l'apprenti législateur, puisque à l'heure actuelle, nous sommes encore sur l'idée d'une mission d'information parlementaire en vue d'une proposition de loi. Devant les parlementaires, donc Elisabeth Badinter est auditionnée, comme je vous le rappelais, en septembre dernier, et devant les parlementaires, elle justifie l'urgence de légiférer sur la burqa en suivant une argumentation en 3 points qu'elle résume ainsi: liberté, égalité, fraternité. Rien de très nouveau. Seulement, je vais quand même prendre au sérieux son développement et je vais essayer de la suivre point par point. Alors, le premier point, c'est sur la question de la liberté. Pour Elisabeth Badinter, et je me réfère à son audition qui est disponible en ligne, que vous pouvez aller écouter, toute son audition est intégralement disponible sur Internet. Donc, Elisabeth Badinter commence par l'épineux problème de la liberté, et pour elle, la question de la burqa pose le problème de la liberté du port de la jupe. Et l'argument est simple: en laissant des femmes se vêtir des pieds à la tête, on entérinerait, selon elle, des valeurs étrangères à la modernité, valeurs comprenant la liberté des femmes de se dévêtir dans l'espace public, de se dévêtir évidemment en toute proportion gardée. En se référant ainsi au film polémique, mais à mon sens assez complexe, de Jean-Louis Lilienfeld sur la journée de la jupe, qui est sorti en 2009, Elisabeth Badinter considère que s'il est question de liberté individuelle en matière vestimentaire, il faudrait garantir aux femmes le droit de porter une jupe où et quand elles le souhaitent. Et Elisabeth Badinter fait alors référence au quartier populaire, toujours selon ses propres termes, considérant que c'est de plus en plus difficile de le faire, c'est-à-dire de porter des jupes, pour les Françaises de souche. C'est encore un propos d'Elisabeth Badinter. Alors, si l'on suit son argument jusqu'au bout, cela signifierait que la nudité féminine, telle qu'elle est finalement codifiée par les publicitaires, c'est-à-dire, je veux dire, au sens tel qu'elle est communément codifiée, serait le signe de la liberté des femmes, voire l'étendard d'une société débarrassée de l'hétérosexisme. Et plus encore, la jupe ne relèverait pas d'un marqueur social, d'un masque imposé par des codes sociaux en vigueur dans une société, dans des codes sociaux, mais devient plutôt quelque chose qui serait de l'ordre d'une marque naturelle
du sexe en Occident. La jupe ferait figure d'une marque naturelle au sens où elle désignerait la condition féminine telle qu'elle est pensée, soi-disant, en Occident, c'est-à-dire comme une condition à la fois différente mais égale. Alors on voit bien ici par quel glissement on est passé d'une question de droit, la liberté individuelle de s'habiller comme bon nous semble et dans les limites du respect des lois. D'ailleurs, c'était ce sur quoi Barack Obama est intervenu lorsqu'on l'a interrogé sur la burqa au moment de son passage en France. Hein, c'est de l'ordre de la liberté individuelle. Et on passe de cette question de droit à des considérations d'ordre ethnique qui témoignent d'un double standard de la morale en matière de normes de genre, c'est-à-dire comment on induit un double standard de la morale entre les femmes elles-mêmes. Les unes sont toujours trop habillées, les autres pas assez. Donc qu'il s'agisse des règles morales en vigueur, on est ici évidemment sur la question de ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle la police du genre. Et c'est très intéressant s'il y a une loi sur la burqa qui est prise, qui est adoptée, pardon. Vous aurez à la fois la loi sur la sécurité, la loi pour la sécurité intérieure de 2003 relative au racolage passif, qui dit que toute femme dans l'espace public qui pourrait être soupçonnée de racoler avec des considérations sur ses vêtements, la longueur de sa jupe, son attitude dans l'espace public, pourrait être passible d'une amende de 3 500 €. Vous avez cette loi-là. Et de l'autre côté, vous allez avoir la loi sur la burqa, c'est-à-dire d'un côté, il ne faut pas être trop nu, mais de l'autre, il ne faut pas non plus être trop habillé. Et entre les deux, vous avez la norme de féminité racisée dominante qui désigne les femmes européennes en général et en particulier les femmes françaises. Donc la définition, si vous voulez, du genre, du rapport de genre et de l'identité de genre en la matière, elle se fonde sur deux constructions sociales, une construction sociale de la nudité et une construction sociale justement de la dissimulation, hein, de la disparition, on va voir sur cette question de l'exposition. Et tout ça est pris sur des règles de pudeur. Alors, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que finalement, sur cette idée de longueur de la jupe, on va avoir une marque sociale qui devient la marque naturalisée de l'identité féminine, je dirais même du sexe féminin. Qui est une femme? Une femme va porter une jupe de telle longueur, etc. Alors sur la question de la burqa, toujours sur cette question de la liberté, il me semble que on pourrait apporter, il y a un autre point, et Elisabeth Badinter fait référence à cela dans son audition. Évidemment, elle parle, et je pense que c'est un débat qui peut être tout à fait légitime, de la question des courants les plus sectaires de l'islamisme salafiste en France. Et dans le contexte post-11 septembre 2001, elle considère qu'il y aurait un problème de sectarisme. Donc, voilà. Or, il me semble que là encore, s'il s'agit d'un problème de sectarisme, de lutte contre des sectes, ou ce qui est identifié comme secte, il est quand même très étonnant, mais vraiment très étonnant, que toute l'attention, à la fois, en tout cas pas toute l'attention, mais la majeure partie de l'attention médiatique et politique, se concentre sur les femmes